Donc je disais, Théophile, tu veux consacrer ta carte blanche d'aujourd'hui à Emmanuel Macron, qui était en visite en Israël, où il a affirmé la position de la France face à la montée de fièvre au Proche-Orient. Tu t'es appesanti sur sa conférence de presse avec Benyamin Netanyahou. Oui, Nadia, et j'en sors avec une certitude. Emmanuel Macron n'a rien fait d'autre que mettre de l'huile sur le feu en refusant très clairement d'appeler à cesser le feu et en appuyant le projet de guerre contre le terrorisme porté par Benyamin Netanyahou, dont les accents rappellent ceux de George W. Bush après le 11 septembre 2001. Et on a aujourd'hui assez de recul pour attester de l'impasse stratégique, politique et morale d'un tel concept et de ce qu'il implique. Au final, Macron déçoit parce que les signaux envoyés par l'Élysée hier soir étaient que le président français allait en Israël modérer un peu les propos de Yael Braun-Pivet, qui était allé très loin dans le soutien inconditionnel et rappeler la nécessité de la création d'un État palestinien. Ce n'est pas vraiment le message principal de l'allocation d'Emmanuel Macron à Tel Aviv. Une allocution que tu as regardée, Théophile. Oui, et dès le début, Emmanuel Macron est problématique. Je ne sais pas si tu as regardé la vidéo, mais on a entendu Macron donner du « my dear Bibi », c'est-à-dire « mon cher Bibi » à son interlocuteur. Macron décide d'appeler Benyamin Netanyahou par son petit nom pour simuler ou affirmer une affinité personnelle et faire son intéressant, parce qu'on connaît quand même notre président. Le problème est que dans un tel contexte, c'est tout simplement indécent. Les Palestiniens vivent et meurent dans ce qui est une véritable catastrophe humanitaire. L'ONU elle-même parle de risque d'épuration ethnique. Et je te cite un propos de l'Office de secours de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Je lis: si les gens ne meurent pas à cause des frappes de l'armée de l'air israélienne, ils mourront à cause de la pollution ou de la propagation de maladies infectieuses. Et pendant ce temps, sans en avoir besoin, le moins du monde, Macron donne du cher Bibi à Netanyahou. Et j'imagine que le reste de sa prise de parole est à l'avenant. Alors, Macron commence par présenter de manière très appuyée les condoléances de la France à l'État et au peuple israélien. C'est normal, le choc a été immense et effectivement, en France, on peut le comprendre avec ce qu'on a eu dans le cœur comme battement et comme effroi après des événements de type Bataclan et tout. Mais là où Emmanuel Macron prend en otage notre empathie naturelle et l'émotion légitime de toutes et de tous, c'est qu'il bifurque vers le politique et qu'il crée un parallèle entre le Hamas, Daesh et Al-Qaïda. On écoute Emmanuel Macron. Je suis aussi venu vous dire la solidarité de la France dans la lutte contre notre ennemi commun, le terrorisme. Rappeler devant tous le droit légitime d'Israël de se défendre face à ceux qui œuvrent à sa destruction. Cette cause est juste, point final. Le Hamas est un groupe terroriste dont l'objectif même est la destruction de l'État d'Israël. C'est aussi le cas de Daesh, d'Al-Qaïda, de ceux qui leur sont associés dans l'action et dans l'intention. La priorité, votre priorité, mais aussi celle de toutes les démocraties et de la France, est avec vous de vaincre ces groupes terroristes. Nous qui avons été frappés si durement par ces mêmes groupes, voulons vous dire une chose simple: vous n'êtes pas seuls. C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Je pense que c'est l'intérêt d'Israël, de sa sécurité, celle aussi de plusieurs de vos voisins menacés par ces mêmes groupes ou des groupes voisins. Où l'on se rend compte que l'enjeu de fond de la qualification organisation terroriste en parlant du Hamas apparaît dans toute sa crudité. Il s'agit d'assimiler ce groupe islamiste, nationaliste, attaché à un territoire et portant avec d'autres qui ne sont pas d'obédience islamiste, les revendications nationales palestiniennes, à des rébellions armées qui déstabilisent de l'intérieur des pays qui existent déjà et remettent en cause les frontières pour prôner un djihad global. C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même chose. Et cette manière de faire, c'est plus une manière d'éloigner un processus de paix que de l'appeler. De manière très concrète, qu'est-ce qui va se passer si l'on suit la proposition d'Emmanuel Macron ?
une occupation internationale de Gaza avec l'estimation du droit d'Israël d'y entrer et d'en sortir. Qu'est-ce que de telles opérations vont apporter en dehors du renforcement du Hamas ou de la montée en puissance d'autres groupes encore plus radicaux, comme on l'a vu en Irak et in fine en Afghanistan à l'occasion de la guerre contre le terrorisme épisode 1 ou saison 1 menée par les États-Unis après le 11 septembre. Tout ceci est intenable. Et au final, comme je le disais plus haut, ça permet de ne pas parler de ce que demande l'ONU, de ce que demandent plusieurs pays européens, de ce que demandent des grandes nations comme le Brésil et même la Russie. Si on n'est pas d'accord avec eux sur certains sujets, on peut constater que dans l'opinion mondiale et disons au sein des chancelleries internationales, il y a quand même un grand nombre de pays qui demandent un cessez-le-feu. C'est la moindre des choses, c'est la raison même quand on voit la situation de catastrophe humanitaire à Gaza. Mais non, la France d'Emmanuel Macron pense la même chose que les États-Unis de Joe Biden, qui explique qu'un cessez-le-feu profiterait au Hamas. Ce qui ne veut rien dire parce qu'il y a des modalités quand il y a un cessez-le-feu. Il y a mille et une manières de figer une conflictualité. Le Hamas, de toute façon, n'est pas plus fort que l'État d'Israël et toute la coalition internationale qui pourrait garantir l'intégrité d'un cessez-le-feu. Donc, Paris pense la même chose que Washington. Paris fait la même chose que Washington, mais exprime cette position de manière tout simplement plus hypocrite. Voilà tout. Et quelque part, les propos d'Emmanuel Macron sur la perspective de la consolidation d'un État palestinien participent de cette hypocrisie. Oui, Nadia, ça ne mange pas de pain de dire ça. C'est ce qui se dit depuis des décennies sans conséquences concrètes. Et c'est ce que répète Macron. Regarde un petit magnéto. La sécurité d'Israël ne peut être durable sans une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens. Nous l'avons aussi longuement évoqué. Le Hamas, je l'ai rappelé, est un groupe terroriste. C'est pourquoi il ne porte pas la cause palestinienne. Il doit être combattu avec force et la cause palestinienne, elle, doit être entendue avec raison. La stabilité de la région, le retour à la normalisation qui s'annonçait, ne seront garantis que si la réponse d'Israël à la violence est évidemment sécuritaire et implacable face aux groupes terroristes, mais aussi politique, en acceptant le droit légitime des Palestiniens à disposer d'un territoire et d'un État en paix et en sécurité aux côtés d'Israël, parce qu'il aura intégré l'existence et la sécurité d'Israël comme une condition première. La sécurité d'Israël, la lutte commune contre le terrorisme, le respect du droit humanitaire, l'ouverture d'un horizon politique, tous ces éléments sont indissociables. Alors, c'est difficile de ne pas être d'accord avec Emmanuel Macron sur ce diagnostic, sauf qu'il cache un parti pris évident. Emmanuel Macron a rencontré Mahmoud Abbas. Il n'y aura pas de conférence de presse de ce type parce que les conditions de sécurité ne le permettent pas. Mais on n'aura pas finalement entendu le président français évoquer avec émotion les drames quotidiens subis par les Palestiniens. On ne l'entendra pas évoquer les crimes de guerre qui sont déjà attestés par les organisations internationales comme l'ONU, et, enfin, en tout cas les crimes de guerre et la possibilité de nettoyage ethnique tel que en parle l'ONU et tout ce que documente Amnesty International ou d'autres organisations de défense des droits de l'homme. Finalement, effectivement, il met en lumière de manière assez forte le drame israélien, mais quelque part, c'est de manière assez technique qu'il évoque finalement les perspectives palestiniennes. Je pense pas que quand il se réveille le matin, un adolescent de Gaza pense au processus de paix, à la cohabitation de deux États. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'eau. L'eau est une denrée rare à Gaza, au point où finalement les gens ne pensent qu'à cela, à trouver de l'eau tout simplement. Le choléra et d'autres maladies peuvent surgir dans un tout petit espace comme ça. Et disons, Emmanuel Macron évoque une perspective qui ne peut être que lointaine, refuse catégoriquement d'évoquer le cessez-le-feu. Tout cela, tout ce qu'il dit ne peut pas faire oublier un fait. La voie singulière de la France au Proche-Orient, elle est morte, au profit d'un alignement sur les États-Unis et même d'un zèle outrancier qui se caractérise à l'intérieur de nos frontières par une tentative de criminalisation de la solidarité avec les Palestiniens, ce qui n'existe pas ailleurs dans les démocraties, parce que
Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahu ont beaucoup parlé des démocraties qui seraient supérieures aux tyrannies et qui donneraient finalement un droit de bombarder aux puissances qui procèdent à des élections régulièrement à l'intérieur de leurs frontières. Déjà, on va savoir dans les jours et les heures qui viennent comment les propos d'Emmanuel Macron ont été ressentis. Normalement, il devrait se rendre à Amman, en Jordanie, pour rencontrer Abdallah. Mais déjà, le journaliste du Figaro, Georges Malbruno, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, explique que le ministre des Affaires étrangères d'un pays arabe allié de la France, lui a confié que la proposition de Macron de création d'une coalition qui serait à la fois anti-Hamas et anti-Daesh, c'est-à-dire anti-deux entités qui sont absolument distinctes au-delà du bien et du mal, hein, même si on en pense du mal, ce n'est absolument pas la même chose. Cette proposition, selon ce ministre des Affaires étrangères, elle est tout simplement incroyable.